Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube avec le chapitrage, tout ça, tout ça. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok et j'en passe. Et avant de commencer, mettez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez, ça fait toujours plaisir. Et ça permet à la chaîne de grandir tout doucement, mais sûrement. On approche, je crois, tout doucement des 3800, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas grave, hein. Et sur ce, on commence maintenant. On commence avec un spin-off, c'est le premier tome de Jojo Bizarre Adventure. Alors c'est le spin-off Crazy Demon Demonic Earthbreak. Alors j'ai un doute sur une chose, c'est est-ce que ça se passe avant ou après la partie 4? Parce que ça se passe après la partie 3, c'est sûr et certain, parce que Dio est mort, etc. Il y a toute une histoire par rapport à les personnages qui survivent. Bah, de toute façon, on voit All Horse, post-partie 3. On voit quelques personnages qui ont survécu aux événements de la partie 3. C'est vraiment cool de les revoir. Je pense à Maria, je pense à Wingo, Boingo, etc. Et on parle de l'oiseau, Pet Shop, etc. Et qu'il a un frère perroquet. Et alors, par rapport à la partie 4, j'ai un doute parce que il n'y a aucun personnage de la partie 4, hormis Josuke, qui est dans ce tome-là. Il y a son grand-père, et de mémoire, son grand-père, il meurt au début de la série. Mais j'ai un méga doute là-dessus. Donc dites-le moi en commentaire. Alors, en plus, alors c'est dessiné par... Alors, j'ai un doute parce qu'il y a 3 noms différents. Et j'ai un doute si c'est Koei Kadono ou Tatsuku Karasuma. Mais en fait, c'est dessiné par l'auteur de No Gun Life, un manga qui est chez Kana, qui est sur un personnage qui a une tête de flingue, voilà, qui est une tête de revolver. Je suis pas allé au bout du manga. Graphiquement, il était pas mal, mais je suis un peu décroché du titre. Donc là, c'est une série en 3 tomes, donc petit spin-off de Jojo Bizarre Adventure, où on revient un petit peu sur Josuke, All Horse, Wingo, ou Boingo, je sais plus c'est lequel des deux frères. On parle un peu de Kakyoin, un peu de Dio, et d'autres personnages de la partie 3, pas trop de la partie 4. C'est sympathique, voilà, c'est pas un truc, c'est pas un banger, c'est pas un truc indispensable, c'est sympathique. On parle maintenant de Karakuri Circus, tome 23, alors sur 24, et j'attends le tome 25-26 qui arriveront dans quelques mois, quelques semaines, et ça sera la fin de Karakuri Circus. De toute façon, on est depuis 2 tomes dans l'arc final Deus Ex Machina. Donc on est sur un tome plutôt sur Narumi, un peu Eleanor, mais vraiment Narumi, et les potes qu'il avait dans son entourage, donc le Shirogane O et j'ai oublié son nom, c'est le marionnettiste, qui vont affronter Faceless. C'est sympathique, là, il y a des gros combats avec des gros enjeux. J'ai beaucoup aimé le combat de Pantalone face au grand frère des 3 sœurs qui était avec Masaru, qui est vraiment cool, qui est un peu un personnage un peu marrant, qui est un peu arrive en mode grand méchant, puis un peu une sous-merde et qui gagne en puissance, en maturité. En tout cas, Karakuri Circus, c'est toujours aussi bien. Alors, c'est pas mon tome préféré, là, j'avoue que le tome d'avant était mieux, et j'ai hâte de lire le prochain tome, et de toute façon, là, on est dans la dernière ligne droite, il reste 3 tomes. Mais en tout cas, Karakuri Circus, c'est du très très bon. Maintenant, on passe à Aoashi, tome 18, et pouf, chaque tome d'Aoashi est mieux que le précédent. C'est une dinguerie sans nom. Alors là, il y a le match contre Funabashi Gakui, donc qui est une équipe lycéenne, parce qu'à un moment, ils en parlent. Il fait, ouais, les équipes lycéennes, elles sont un peu plus physiques que celles qui sont en première ligue, je crois. Je sais plus, j'ai plus le nom exact. Avec 2 attaquants qui sont métis ou black ou étrangers, je sais pas trop, qui sont bien vénères, bien physiques. Il y en a un, il appelle le Hulk parce qu'il est tout carré et c'est limite un joueur de rugby. Il y a la défense des Espagnols qui est géniale. Là, tu sens vraiment ce côté. Ils ont arrivé, c'était nul, c'est des passoires. Et là, ça devient une défense compacte qui est vraiment cool. Il y a des notions de jeu. Alors là, j'avoue, peut-être un peu larrié vu le fait que je connaisse pas trop le foot. Genre, quand il parle de 5 voies pour attaquer, tu sens qu'à un moment, il parle du Bayern Munich, il parle d'équipe, il parle de joueurs. Ça me dit des choses, mais j'avoue que comme je suis pas calé en foot, ça m'a moins marqué. Mais ça te donne un petit côté, ouais, l'auteur, il sait de quoi il parle, il mentionne des vraies équipes, donc je pense que si ils disent pas de conneries, ben... Sinon, ça aurait été retoqué, je pense pas. Connaissant les gens qui travaillent là-dessus, qui sont fans de foot, je pense qu'il y avait une connerie qui a été dite. Ils auraient dit, non, non, là, il se court, c'est plutôt par rapport à ça, on va changer la traduction, ça sera mieux. Et alors, la fin du tome, à chaque fois, Yugo Kobayashi, il finit les tomes sur une méga dinguerie. Ce que dit le coach sur Ashito à la fin, tu te dis, merde, il restait encore 2 mois avant le prochain tome, ça fait chier. Mais voilà, Aoashi, du très très bon.
On parle maintenant de Ikusa no Ko. Alors, je vais être très rapide parce que j'avoue que j'ai pas tout saisi. Alors, il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui est un pirate. Enfin, il commence à y avoir un petit arc par rapport aux pirates, à l'esclavage, à se créer une flotte navale. J'avoue qu'avec le pirate qui a un turban kurde là à sa barbe et qui fait BBB, j'ai pas trop compris où voulait aller Tetsuhara avec ça. Il y a aussi un nouveau personnage qui apparaît, alors comme à chaque fois il y a beaucoup de personnages qui apparaissent dans la série, c'est un peu compliqué à tous les retenir, même si c'est des personnages historiques que j'ai déjà vu dans 15 000 mangas, mais il y a un nouveau personnage qui est important, qui apparaît juste à la fin, c'est Harunobu Takeda qui sera le futur Shingen Takeda. Et les Takeda, je sais que c'est un nom qui revient très souvent dans la bataille pour l'unification du Japon. Il y a aussi le père de Keiji Maeda qui apparaît à la toute fin, Toshie Maeda, qui est un personnage qu'il y a dans la série, bah, Keiji qui est juste là, parce que de toute façon les deux séries sont un peu liées, vu que le héros de cette série est apparu enfant dans cette série-là. Alors que pourtant les deux séries ont 15-20 ans d'écart. Mais en tout cas, ouais. Et Kusanako c'est vraiment cool, mais je pense que j'apprécierai encore plus, et c'est comme Keiji, c'est quand j'aurai l'intégralité de la série et que je relirai tout d'une traite, je pense que j'apprécierai d'autant plus Ikusanoko, comme j'apprécierai beaucoup plus Keiji en lisant d'une traite, et comme j'ai apprécié lire Hokuto no Ken en le lisant d'une traite. Genre je l'ai lu une fois, j'ai de manière un peu clairsemée, j'ai dit ouais c'est pas mal, et quand je l'ai relu une première fois d'une traite, bah ouais, le fait que tu te souviens des personnages, tu vois la montée dramatique du truc, ça marche beaucoup plus. En tout cas, c'est mon avis. On est à 3 tomes de la fin de Fire Force, là, tome 31 sur 34, donc là c'est le combat entre Arthur et Dragon, donc c'est une bonne moitié de tome, méga dinguerie, vraiment toujours aussi bien. Je limite un peu court, dans ma tête c'était beaucoup plus long que ça, et finalement, alors après il a commencé un peu dans le tome 30, hein, c'est peut-être aussi pour ça, mais un tome de fou furieux. Alors j'aime beaucoup aussi le fait que quand on retire le tome, on a les petites descriptions des personnages, et sur Dragon il est marqué inutile, donc on n'a aucune info sur Dragon. On sait pas sa taille, son poids, son jour de naissance, etc. Parce que c'est inutile, ce n'est qu'un dragon. Vraiment très très cool. Et après, on va avoir les combats contre les Doppelganger, avec notamment celui du plus fort de tous, dont j'ai oublié le nom. C'est Ebimaru. Non, j'ai plus son nom. Ah, purée, ça va, vous allez m'insulter. Vous savez, c'est le mec de... C'est celui qui se bat avec des aspirateurs à la fin des palais. Ah, je suis vraiment méchant. Mais ouais, en tout cas, là, il reste 3 tomes. On est à la toute fin de Fire Force. Malgré que ça fait déjà un an et demi que c'est terminé au Japon, que ça fait un an et demi que j'ai fini la série, je suis quand même content d'aller, enfin, de aller une seconde fois au bout de la série, cette fois avec les tomes français. Et Fire Force, c'est du très très bon. Avant, dernier tome de Valalian The Black Iron. Non, non, avant dernier tome, il reste 2 tomes. À chaque fois, je pense qu'il y a 5 tomes, il y en a 6. Et c'est là, avec ce tome-là, que tu te rends compte que c'est encore plus décevant parce que là, on a fini l'arc introduction, mais l'arc introduction, il fait la moitié de la série. Donc la deuxième moitié, c'est la fin de la série, avec le fait que là, il y a un passage qui apparaît, qui est hyper important, et tu dis, bah ouais, c'est un boss final pour la suite, qui est lié au héros, et on lui dit, ouais, là, vous êtes à la strate inférieure, là, c'est vraiment les nuls. Au-dessus, il y a les vrais guerriers. Alors tu dis, bon, il y a quand même un guerrier légendaire de Chine qui est considéré comme étant devenu un dieu, donc je trouve que c'est un peu limite de l'avoir mis comme une sorte de sous-fifre. Et donc, les personnages montent d'un cran, et on découvre que Ragnar, l'un des personnages, c'est Ragnar Lodbrok, donc le héros de Viking, etc. Et donc ils arrivent dans un endroit où il y a des Vikings qui affrontent bah, Napoléon et son armée. Voilà, et je sais que Napoléon est entouré de personnages historiques français, et je me dis, il reste plus que 2 tomes, et je sens que, ouais, je sais que je le sais depuis le début, hein, que la série s'est terminée sans réelle conclusion, et plus ça va, alors j'apprécie, hein, graphiquement c'est cool, l'histoire est sympa, mais plus ça va et plus je me rends compte que, ouais, on arrive à une impasse, et c'est triste. C'est vraiment ça, c'est juste la déception de me rendre compte qu'il y a un univers de fous furieux, il se passe des trucs de malade, et que je n'aurai pas une conclusion qui sera pleinement satisfaisante, malgré que voilà, c'est un kiff, là quand ils arrivent, il y a un mec qui arrive, fait ah mais vous êtes le roi Ragnar, et qu'on nous explique que c'est Ragnar Lodbrok, il a fait tout ça, et il dit, mais moi en fait j'ai perdu la mémoire, je sais pas qui était. Et l'autre il dit, ah mais c'était pas Ragnar, et je m'en vais, je vais l'affronter, et là on nous dit, ouais, c'est le chef en face, il s'appelle Napoléon. Ah j'avoue qu'en tant que franchouillard, voilà, j'étais content de me dire, Napoléon va arriver, l'empereur est là, il va tout régler, il va pas se faire huer lors de l'image d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est très méchant pour quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, il reste plus que 2 tomes. J'appréhende et en même temps, je sens que je vais être déçu. Mais voilà, c'est la vie.
Maintenant, c'est Valkyrie Apocalypse tome 17, le combat entre Nikola Tesla et Belzébub. Donc ce n'est pas le bébé vert qui lance des éclairs qu'il y a dans le manga du même nom, c'est vraiment le grand démon. Et alors il y a des notions qui sont assez particulières dans ce tome-là, parce que on a un gros flashback sur Belzébub, on me dit oui c'est un dieu, mais il est maudit, il a la marque de Satan, etc. C'est le démon, etc. Je dis ouais, Satan c'est l'antéchrist, l'ennemi ultime de Dieu, etc. dans la Bible. Et on nous montre Lucifer et d'autres archanges qui vont être des anges déchus, si je ne pas bêtise. Lucifer c'est l'ange déchu et c'est censé être Satan. Donc je me dis ah ouais, on va peut-être avoir un plot twist sur Lucifer qui va le manipuler et qui va en faire un... Et non, Lucifer se fait tuer, on dit Satan a fait quelque chose. Je dis ah, mais Satan c'est quoi en fait? Parce que là on a l'impression de nous dire que Satan c'est une sorte d'entité un peu chelou qui est là. Mais c'est pas Lucifer, alors que Lucifer est censé être Satan, si je me souviens bien un petit peu de le peu de choses que je connais à travers les mangas que j'ai lus qui parlent de la Bible, ou la Kabbale et des démons. Donc c'est assez particulier. Et alors j'ai trouvé hyper aussi très intéressant, c'est qu'il y a des... Alors, faut savoir que la plupart des démons, etc., qu'il y a dans la Bible, bah souvent c'est des divinités cosmogoniques et mythologiques d'autres pays du Moyen-Orient, parce que la Bible vient un peu de là, et qui ont été... Enfin, parce que là-bas c'est dans l'Ancien Testament, et donc on les a transformés en des démons. Et un moment on nous parle un petit peu du fait que, ouais, Baal c'était un dieu machin truc, c'était le dieu de ceci, et Zébub c'était un dieu machin, et bah, Belzébub c'est un peu la fusion des deux. Voilà, ce qui fait que c'est un dieu à multiface qui peut être à la fois bénéfique et maléfique, et on nous dit que c'est qu'un maléfique là-dedans. C'est très intéressant. On sent qu'il y a vraiment une petite recherche sur l'origine de la terminologie du mot Belzébub, d'où ça vient. Ça, je trouve ça super intéressant. Nikola Tesla, pour l'instant, pas grand-chose. Il a une armure de Iron Man, c'est cool. Je pense que le tome suivant va être plus intéressant parce qu'on va revenir un peu sur lui. Et il va y avoir des trucs très intéressants sur le courant continu, le courant alternatif, ses combats contre Ford, contre comment il s'appelle, celui qui a, pas Ford, celui qui a inventé le courant alternatif, qu'on utilise aujourd'hui, et pas le courant continu, qui était son grand rival, j'ai oublié le nom, excusez-moi, et qui apparaît dans d'autres mangas, bah, notamment dans Jabberwocky, alors là j'ai les RFT1, mais derrière Jabberwocky, et Nikola Tesla apparaît, et il y a toute une rivalité avec son grand ennemi, dont j'ai oublié le nom, qui est l'inventeur du courant. Je mettrai peut-être le nom ici, et donc je pense qu'on va avoir un gros flashback là-dessus, ça va être très intéressant, et de savoir aussi comment il s'est construit cette armure de Iron Man. Voilà, en tout cas, Valkyrie Apocalypse, toujours aussi cool. Et alors, pour ceux qui l'ignorent, Kihun a annoncé récemment qu'ils allaient sortir le spin-off sur Lubu, donc le premier gros combat, c'est le guerrier chinois qui a tout conquis et qui était tellement blasé qu'il s'est laissé mourir. Donc c'est une série en 7 tomes que je pense me prendre en numérique parce que j'aime bien Valkyrie Apocalypse, mais je pense pas me prendre non plus tout ce qui va sortir à droite à gauche. Ça, je pense que l'histoire de Lubu, ça sera en numérique, c'est une série en 7 tomes. Voilà, je voulais faire une petite pub par rapport à ça. On passe maintenant à Holy Land tome 3. Alors, avant de commencer à en parler, je vais faire juste un petit aparté, une petite parenthèse, parce que j'ai vu un post passer et j'ai écouté le podcast de Furio Gang concernant les 2 premiers tomes de Holy Land qui avaient des gros défauts. Alors, c'est vrai que le fait que le bouquin a une taille un peu différente, même des Genesis, c'est assez étrange. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il y a eu des choix de traduction, des choix de police. Alors, on dirait, pourquoi vous en parlez pas quand c'est d'autres mangas? Alors, pour discuter des fois en off avec le staff de Furio Gang, parce qu'on se connaît bien, bah, ils lisent quelques séries. Ils lisent Uchijima, ils lisent des trucs comme ça. Ils s'en foutent de One Piece, ils s'en foutent de Naruto, etc. Donc forcément, il y a peut-être les mêmes défauts chez Naruto, Bleach, chez One Piece, Berserk, etc. Mais comme ils les lisent pas, bah, ils en parlent pas. Donc là, c'est sûr que me dit, hein, quand je dis un manga et que je vois qu'il y a des défauts, bah, j'en parle. Quand il y a des qualités, j'en parle aussi. J'en parle un peu moins parce que bah, ouais, quand le boulot est bien fait, bah, je dis j'ai rien à dire. Voilà, il faudrait peut-être dire un peu plus souvent ça c'est bien fait, ça c'est bien fait. Mais c'est vrai que l'histoire de taille c'est un peu particulier. Il y a des histoires de police, c'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. C'est quand quelqu'un pense, tu le fais en parenthèse. Alors moi je suis d'accord de dire, tu peux ne pas mettre une parenthèse quand tu sais que c'est une bulle de pensée, quand c'est une bulle avec les 3 petits points, etc. qui vont dans ta tête. Tu sais que c'est une bulle de pensée, tu n'as pas besoin de le mettre. Mais quand tu as un doute si c'est pensé ou dit, tu mets une parenthèse, tu mets en italique. T'es sûr et certain que là les gens ils savent que tu penses. Pour moi c'est juste la logique, pure et dure. Il y a eu des histoires aussi de hirondelles. Alors j'avoue que comme j'avais vu passer un tweet là-dessus, ça m'a moins choqué. Parce que alors, les hirondelles, pour ceux qui ne savent pas, c'était censé être le nom des polices de la région parisienne dans les années 1920, parce qu'ils avaient des vélos qui s'appelaient les hirondelles. Parce qu'à un moment, il y a une seule, il y a des policiers dans la série. Voilà, ça n'a aucun rapport, on est d'accord.
Ce tome 3, c'est le combat entre le héros et un nouveau Yankee, alors dont je n'ai pas le nom, excusez-moi, mais sa route se dresse sur Shogo Midorikawa, un karatéka. Donc combat entre notre héros qui a un style un petit peu hybride chelou et un karatéka un peu plus technique. Encore une fois, il y a des terminologies de Kojimori qui sont hyper intéressantes, notamment au tout début, on nous dit ouais par rapport à la garde et la posture des jambes, bah il y en a un qui veut plutôt faire des esquives latérales et l'autre qui veut plutôt foncer dans le tas. C'est super intéressant. Encore une fois, il y avait ça dans les premiers tomes, c'est toujours aussi cool. Alors, j'aime bien ce côté un petit peu candide du héros, il fait on pourrait être amis maintenant, qui est à la fin du tome, qui est marrant, mais vous allez voir, le héros est un petit grand cœur, c'est pas un méchant, c'est pas une racaille, c'est un mec qui veut se faire des potes parce qu'il a vécu un peu tout seul dans sa chambre, sans personne. En tout cas, Holy Land, toujours aussi bien, même s'il y a des défauts, j'irai jusqu'au bout parce que j'ai envie d'avoir la série à la maison, en physique. On passe maintenant à Under Ninja en numérique, hein. Je continue la série en numérique. Under Ninja, ce manga de ninja, mais futuriste contemporain. Je suis un peu moins fan de ce quatrième tome. Alors là, on entre plutôt dans un arc où le héros va se retrouver au lycée. Et donc il va découvrir ses camarades de classe et camarades ninja. Alors c'est assez marrant que par rapport à leur caractère et qu'il y a l'air d'avoir des guerres de gangs entre ninjas scolaires, etc. C'est assez particulier. Hâte de voir comment ça va évoluer. En tout cas, Ninja, c'est toujours aussi cool. Même si ce tome-là, j'ai un peu plus de recul. Je me dis, ouais, à voir comment ça va évoluer. En tout cas, je continue la série parce que j'aime beaucoup le travail de l'auteur. Moi, j'ai beaucoup aimé I Am a Hero, son précédent manga sur les zombies, enfin sur l'invasion de zombies. Donc à voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que ce tome-là est juste très particulier, notamment quand il y a une fille qui ramène, le héros ramène une fille chez lui, et qui donc il dit à sa colocataire, enfin sa voisine, de se faire passer pour sa mère, qu'il y a une discussion qui est complètement what the fuck, mais pas en termes de discussion, il y a un passage où j'ai cru au début que c'était mal traduit, mais en fait non, c'est qu'il parle en langage codé, et donc à côté t'as la vraie description, et en fait il mélange deux phrases en même temps. J'aurais mieux dire bonjour, je vais au boulanger, et au revoir machin, ils vont dire bonjour, au boulanger, revoir, machin, et c'est trop particulier de voir les deux phrases se connecter, et j'essaie de lire en même temps, essayer de comprendre, et après j'avais les deux mots, les deux phrases à côté qui étaient expliquées. C'est très particulier en termes de narration, je trouve ça très intéressant. En tout cas, Under Ninja, très très cool. Pas mon tome préféré, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer cet arc, entre guillemets, au lycée. En tout cas, Under Ninja, je vous conseille toujours autant. On passe maintenant à Roku Dennachi Blues tome 8. Donc on approche tout doucement du premier tiers de la série. Ça fait quand même plaisir, ça fait quand même quelque chose de se dire qu'on est déjà un tiers, un peu plus d'un an de la publication. Je sais qu'il y a eu des petits tacles qui ont été faits à Pika sur le fait qu'ils ne communiquent pas beaucoup. Et c'est un truc qu'il y a dans beaucoup de maisons d'édition, c'est qu'une fois que... Si le titre ne fait pas des scores d'audience ou qu'il n'y a pas un animé pour le porter, souvent, on n'en parle plus. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, j'aime beaucoup les Furios. Je connais la communauté Furio, comment elle est. Et c'est vrai que, des fois, ça peut desservir de voir ce genre de comportement. Je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires par 3-4 fans de Furio un peu extrémistes. Mais voilà, Mais je suis aussi malheureux qu'il n'y ait pas un petit mot genre « Ah, ça fait un an, qu'est-ce que vous pensez toujours Montrez-nous à quoi ressemblent vos fresques !» Genre, il y a un putain... Moi, je trouve que les dos de Rokuji sont super jolis. Moi, j'ai les tomes qui sont là. J'avoue que ça commence à avoir de la gueule au bout d'un moment, au bout de 8 tomes, on commence à avoir des visages qui apparaissent, des têtes qui font des grimaces, et je me dis quand j'aurai les 24 tomes côte à côte, ça aura de la gueule. Mais c'est vrai que si l'éditeur n'en parle pas beaucoup, c'est un peu dommage, sachant qu'en plus il y a eu pour moi de l'amélioration au niveau du papier, je trouve qu'il est plus blanc qu'avant, avant il était un peu jaunâtre, et alors en plus, peut-être que j'ai une connerie, peut-être que c'est dans les tomes précédents, ça m'a moins marqué, mais on a l'introduction des mini-histoires où les personnages sont en mode chibi, les mini-blues à gogo. Je crois que ça n'y était pas avant. Je crois que ça a commencé dans ce tome-là. Mais peut-être que j'ai une grosse bêtise, donc dites-le moi en commentaire. En tout cas, très bon tome. Donc on avait la cousine de Maeda qui est apparue dans le tome précédent, qui apparaît un peu plus. Il y a toujours plein de personnages, donc on suit beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup de petites histoires encore. On est encore dans les premiers tomes de la série. Alors on est comme au tome 8. Encore une fois, c'est le truc où je me dis, c'est peut-être là où c'est un peu dangereux pour Rokudachi Blues. C'est comme il y a beaucoup de tomes où, je vais pas dire qu'il se passe rien, mais où c'est pas forcément la grosse délinquance, la grosse bagarre, parce qu'on n'est pas encore dans la grande saga des 4 rois du ciel. Je crois que c'est les prochains tomes qui vont commencer à initier ça. Forcément, c'est même moi, des fois, je lis les tomes, je suis pas forcément à fond dedans, je suis pas en train de m'enchaîner le tome d'une traite, je vais me poser, je vais lire une moitié de tome, parce qu'il fait quand même 350 pages, je lis une moitié, et je lis l'autre moitié le lendemain matin, alors que je sais que quand je vais arriver aux arcs avec les rois du ciel,
ça va être de la grosse bagarre, de la grosse tension, et je vais tout lire d'une traite. Mais en tout cas, Rokuyachi Blues, toujours aussi bien. Et on va finir cette vidéo avec un comics. Alors des comics, je continue à acheter des Urban Nomades. Alors je vais vous présenter quelques achats que j'ai pas encore lus. Déjà, il y a le tome, le one-shot Batman et les Tortues Ninja, Amer Pizza. Donc référence au fait qu'ils mangent des pizzas. Et à Amer Victoire ou Amer... Il y a un one-shot, un run de Batman qui s'appelle Amer quelque chose, Amer Vengeance ou Amer Victoire. J'ai un doute. Je mettrai peut-être l'explication ici, j'ai un doute. Punk Rock Jésus, on m'avait dit du bien de ce comics, j'ai jamais eu l'occasion de le prendre. Je le prends en Urban Nomade. Alors il est entièrement en noir et blanc, je pensais que c'était en couleur, c'est assez particulier. J'ai aussi pris le tome 5, le dernier tome de Transmétropolitane, mais je me suis arrêté au tome 2. Donc je vais peut-être me reprendre et relire la série d'une traite, parce que j'avoue que j'ai un peu... Enfin, je sais pas que j'ai décroché, c'est que j'ai pas enchaîné le tome 3 tout de suite. Le tome 4 est arrivé, le tome 5 est arrivé, et j'ai pris du retard dans mes lectures. Par contre, je suis à jour dans les fables. Alors, je n'ai pas fini le tome, mais je suis quasiment à la fin. C'est le tome 5 sur 10. Et alors, je suis assez surpris, parce qu'en fait, dans ce tome-là, on initie la grande guerre contre le grand ennemi, la grande menace du monde des fables. Et je dis, ouais, ça va être un gros arc sur un ou deux tomes. Ah non, non, c'est un demi-tome. C'est là où j'en suis, la guerre est terminée. Là, je me suis arrêté pile poil au moment où on arrête la guerre. Alors, comment ça va évoluer? Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On a quand même lâché limite une bombe atomique. Hein. Alors, bombe atomique, je me comprends. Ils ont déclenché Aurore. Donc la belle au bois d'Arban. Il me dit, piqûre, tu t'endors, on rase le pays. Le château, la forteresse de l'empereur est recouverte de ronces, tous les ennemis sont endormis, on a gagné la guerre. Ah ouais, l'arme ultime, la bombe atomique des fables. C'est assez particulier. Alors en même temps, il y a les fables du Moyen-Orient qui ont fait un immense vaisseau à base de tapis volants pour bombarder les pays. Enfin, les portails, c'est n'importe quoi. Vraiment très très cool comment ça évolue. Mais là, j'avoue que on est à la moitié. Je sais pas où ça va aller maintenant. C'est ça que où va aller la série. Et ça, je suis très curieux. Il reste 5 tomes. C'est pas genre il reste un ou deux tomes, là il reste 5 tomes, on est à la moitié. La grande menace est vaincue. Pour l'instant, et peut-être qu'il va y avoir d'autres nouvelles menaces, je ne sais pas. En tout cas, Fable, très très bien. Parce que bon, il peut y avoir, genre, Peter Pan n'est même pas évoqué, on n'a pas eu Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est pas forcément des fables. Est-ce qu'ils vont les mettre dedans? Je sais pas trop, parce que souvent on a tendance à les mélanger à cause de Disney, et Kingdom Hearts et d'autres trucs, et même Once Upon a Time, alors que pourtant, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles sont beaucoup plus contemporains pour nous. Genre, ils ont un siècle et demi, en vrai, Peter Pan et Alice et le Pays des Merveilles. C'est des histoires qui sont beaucoup plus récentes. Les fables, c'est des contes oraux qui ont été retranscrits à l'écrit par les frères Grimm, par Perrault, etc., qui ont 300-400 ans. Donc c'est beaucoup plus ancien. C'est très particulier. En tout cas, j'ai hâte déjà de finir le tome et de voir où ça va aller. Voilà, c'était ma vidéo Mes lectures, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et sur ce, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.